Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. Nous aurons dans ce journal la réaction des syndicalistes gabonais quant au retrait des États-Unis de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Nous verrons l'impact de ce retrait pour le Gabon ou pas. Manque de financement des pays membres, retard de la subvention du Gabon, difficultés logistiques, l'Institut africain d'informatique de Libreville s'interroge à quelques semaines de la rentrée académique. Les étudiants et la direction générale ont édifié nos reporters sur le sujet ce vendredi. Le Burkina Faso rend hommage dimanche à Thomas Sankara, assassiné il y a 30 ans. L'ancien président est devenu un mythe panafricain qui oublie les côtés obscurs de son régime. Voilà pour les titres. Bonsoir et bon confort d'écoute. Le ministre de la Promotion des investissements privés, Madeleine Baird, a échangé ce vendredi avec les entrepreneurs et hommes d'affaires gabonais. Le but de cette rencontre était de présenter les perspectives qu'offre l'AGOA. Le reportage de Larding Bamba. Face aux entrepreneurs et aux chefs des petites et moyennes entreprises et industries, le ministre de la Promotion des investissements privés, Madeleine Baird, a présenté au panel les opportunités qu'offre l'AGOA. Le but étant de permettre au Gabon de profiter des perspectives qu'offre cet instrument. C'était pour échanger sur les opportunités de la loi sur l'AGOA, qui est un programme que nous avons avec les États-Unis et qui a pour objectif de permettre aux nationaux, aux entrepreneurs qui sont dans la transformation de pouvoir bénéficier des opportunités d'exportation sur le marché américain. Il y a effectivement des avantages qui sont liés à cette loi, des exonérations de douane et également une mise à niveau, une standardisation des produits sur le marché américain. L'AGOA se veut un instrument de coordination des synergies nationales et de décisions pour définir la politique nationale exportatrice sous le sceau de la loi américaine. On va faire un effort de vulgarisation de cette loi-là, une vulgarisation des opportunités. Et ici, à cet espace PME, nous avons donc un espace qui est exclusivement dédié au centre de ressources de l'AGOA, qui a été inauguré en même temps que l'espace PME, et dont l'objectif est de mettre à la disposition des nationaux ce contenu en termes de formation, en termes d'échange, en termes de discussion. Et on a un autre outil qu'on a mis en place, c'est le comité national de l'AGOA qui doit, dans les prochains jours, d'ici la semaine prochaine, revenir réfléchir à nouveau sur le projet de stratégie nationale de l'AGOA que nous avons mis en place afin que, en face de cette stratégie, nous puissions mettre les politiques publiques que le gouvernement doit prendre pour permettre aux nationaux de pouvoir tirer profit de ces opportunités. L'AGOA est une plateforme commerciale émanant d'une loi votée en mai 2000 par le Congrès américain en vue de permettre aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter plus de 5000 produits aux États-Unis sans frais de douane et de booster le secteur économique de ces pays. Ce vendredi, à son domicile des Charbonnages, l'opposant Jean Ping a reçu la visite d'un huissier de justice accompagné de gendarmes en vue de procéder à une perquisition pour une saisie de certains de ses biens en lien avec sa condamnation pour diffamation sur Hervé Patrick Opianga, président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale UDIS, membre de la majorité. Écoutons un extrait du ministre de la Justice. Cette affaire n'a rien de politique. Il s'agit d'une affaire purement judiciaire entre deux individus, un individu X et un individu Y. Un individu X qui doit de l'argent à un individu Y, il ne paye pas sa dette, l'individu Y saisit les juridictions, gagne le procès, il fait exécuter la décision de justice. Donc, dans le cadre de cette exécution-là, au lieu de se limiter à l'exécution dans les banques, il procède maintenant à l'exécution sur les meubles et les immeubles du débiteur. Donc, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est une affaire purement judiciaire. Ce qui justifie la présence des forces de l'ordre, c'est classique.
chaque fois qu'un huissier de justice procède à l'exécution d'une décision de justice, il est souvent accompagné de la force publique. Ça fait l'objet d'une procédure particulière. Lorsque l'huissier de justice est détenteur d'un titre exécutoire, il saisit les forces de sécurité, notamment en passant par le procureur de la République, qui le met en contact avec une unité de police judiciaire. Ce sont ces personnes-là qui l'accompagnent pour éviter qu'il ne soit agressé. Parce que généralement, quand les huissiers vont sur le terrain, ils sont agressés par les justiciables. C'est pour cette raison que les huissiers prennent les devants en demandant au procureur de la République de mettre à leur disposition les forces de sécurité. Voilà ce qui justifie la présence des forces de sécurité sur le lieu. Rien à voir avec ce qui précède. Et après avoir pris des distances avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, qui est composée de 58 États membres, les États-Unis se retirent de l'institution onusienne qu'ils accusent d'être anti-israélienne, un retrait qui n'impacte pas certains pays membres, notamment le Gabon. PGO Pass, Bertin Ossaga. Les États-Unis, sous l'administration Trump, ont décidé de quitter l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, allié indéfectible d'Israël, il reproche à l'Institut onusien son ingérence dans le conflit israélo-palestinien et une critique trop poussée à l'égard de l'État hébreu. L'annonce ce jeudi 12 octobre de cette décision n'est pas sans conséquence à l'égard du poids politique et financier de la puissance mondiale. Les États-Unis étaient un grand contributeur au niveau de l'UNESCO à hauteur de 20% dans le budget. C'est clair que sa sortie, même si elle s'est déjà faite sur le plan financier des années bien avant, va forcément va obérer un tant soit peu le budget de cette institution. Et nous savons également le poids politique des États-Unis dans des institutions de cette nature. Un retrait qui néanmoins n'aura pas un impact sur le système éducatif gabonais. Pour les Gabonais que nous sommes, pour les syndicalistes que je représente, de la CONAICET bien sûr, très honnêtement, nous n'allons pas percevoir certainement la différence entre l'UNESCO avec les États-Unis et l'UNESCO après les États-Unis. Après avoir rompu successivement un accord de libre-échange avec les pays riverains du Pacifique, puis retiré les États-Unis de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique, l'administration Trump prend une nouvelle fois ses distances avec un symbole du multilatéralisme dont il était jusqu'alors le chantre. Israël a aussi annoncé son départ de l'Institut onusien après cette décision américaine en raison du parti pris anti-israélien. Absence de financement des pays membres, retard de la subvention du Gabon, difficultés logistiques, je vous le disais en titre, l'Institut africain d'informatique de Libreville s'interroge à quelques semaines de la rentrée académique. Les étudiants et la direction générale ont été rencontrés ce vendredi par nos reporters Uriel Abaga et Bertin Ossaga. À l'orée d'une rentrée académique dont les dates ne sont pas encore fixées, l'inquiétude est manifeste chez les étudiants de l'Institut africain d'informatique IAI de Libreville qui forment des jeunes ressortissants de 11 pays africains dans les métiers de la technologie, vétusté des infrastructures, faible couverture en Internet, apprenants menacés d'exclusion et enseignants non payés en raison de l'irrégularité des cotisations des pays membres. Le doute plane quant à l'effectivité de la reprise des activités. L'école manque de fonds, les enseignants sont à plus de 5 mois d'arrêt de salaire, sans compter les arrêts des années antérieures. L'informatique évolue, mais IAI est à la traîne. À la traîne, pourquoi? Comme je le disais tantôt, à cause des financements. Les États ne s'impliquent pas tellement pour le financement. Si l'école n'a pas assez de ressources pour pouvoir amener les meilleurs enseignants de par le monde pour pouvoir assurer les formations dans les nouveaux domaines de l'informatique et du numérique, il est difficile de pouvoir s'arrimer aux tendances de l'heure. La directrice générale a annoncé la mise en place du système LMD dans tous les cycles. Binta Fatouma Kalmé a interpellé, outre le Bénin et le Burkina Faso qui sont à jour, les États membres qui ne versent plus leurs cotisations. Des impayés auxquels s'ajoute le retard de la subvention du pays siège, le Gabon, non concerné par les cotisations, mais qui s'investit toutefois d'une manière différente. Ça fait au total plus de 2 milliards d'impayés si on compte aussi les États qui sont en retrait. Voilà, donc je ne peux pas me permettre de dire reprenez les activités pendant que je n'ai pas payé les salaires depuis plus de 6 mois. Mais si, entre-temps, ces États réagissent, je pense
on peut repartir sur une nouvelle base. Nous avons eu la prise en charge du ministère du Budget par rapport à l'eau et l'électricité par la SEG, la communication qui est en cours, la mairie de ville qui a pris en charge aussi l'enlèvement des ordures et le traitement des eaux usées, etc. Il y a la sécurité. En tout cas, les autorités gabonaises sont leaders dans la reprise de l'IAI dans ses activités de formation. L'Institut africain d'informatique, une rare école du genre, a besoin pour sa survie d'une plus forte implication des États membres pour relever les défis actuels de l'Afrique. Plusieurs étudiants des pays retardataires risquent l'exclusion dans les tout prochains jours. Lancé le 30 janvier 2016 à Abidjan, le Parlement du Rire est une émission de divertissement africain. Aujourd'hui, à sa 4e édition, le Gabon se voit à nouveau honoré d'y prendre part avec de nouvelles entrées. Gabriel Ratanga et Bertin Osaga nous racontent tout cela. Moi, je te présente Mago et toi, tu me dis qu'on a été envoyé un truc sur WhatsApp. C'est pas moi celle qui m'écrit sur WhatsApp. Mais toi, tu ne peux pas l'écrire pour dire que toi, tu es mon frère. Je t'ai jamais parlé d'elle. Mais oui, effectivement. Attends, voilà, on va faire. Parce que je ne sais pas, si peut-être parce que je ris avec toi, ou bien peut-être tu crois que tout le monde a la même taille, ça veut dire qu'on est pareil. Hein? Non, mais il y a donne-moi un bon monter. Ah non, attends, tout le monde est même même diapason. Non. Tout le monde, on a l'habitude de rigoler ensemble. Non. Quand tu regardes tes abdos, c'est pareil que les miens. Non, regarde, il y a des gens qui confondent des choses. Lui, il a les abdos, mais son dos. Regarde, il pense qu'il est costaud et il est gros. Non. Après l'entrée majestueuse d'Omar Defundu au Parlement du Rire, le tour revient à Manitou pour une première et Yann Koko pour une seconde participation. Lorsque j'ai appris que mes textes ont été retenus, franchement, j'ai vraiment sauté, j'ai crié, j'étais très content parce que dans la vie, il faut avoir des objectifs. Voilà, donc il faut avancer. Moi, j'ai décidé d'avancer dans ma carrière. Donc, du coup, c'est un grand pas et je suis très fier et très content de participer à cette 4e édition. J'ai fait un texte sur les Chinois et j'ai un autre texte sur la religion. Donc, ce sont les 2 textes qui ont été retenus et que je vais aller présenter au Parlement du Rire. Ma 2e participation, c'est vrai. J'ai eu la chance de participer ma première fois à la 3e saison du Parlement du Rire. Et je suis parti avec Omar. Tout s'est très bien passé, comme prévu. Et ce qui a fait en sorte que quand on m'a retenu pour la 2e fois, ça ne m'a pas étonné. C'est parce que la première fois, ça a marché. Et eux-mêmes, ils ont aimé, ils ont apprécié. Donc déjà, ça murmurait déjà. Et puis eux-mêmes, ils avaient déjà dit à Omar que non, bon, il n'y a pas de raison qui tienne à ce que Yann ne revienne plus. Les panthères du rire gabonais entendent lever haut l'étendard du pays afin de recadrer et d'arrimer aux normes internationales l'humour gabonais. Je pense qu'on doit passer la bonne information aux autres pour pouvoir aussi avoir les dates limites pour envoyer des textes et faire en sorte qu'on se retrouve au moins à 4 ou à 5 le prochain voyage. Donc du coup, je m'avais avec beaucoup d'ambition et je suis sûr qu'à notre retour, on va également emmener beaucoup des éléments qui vont pouvoir aider les autres et je suis déjà très content. Mais bon, avec la grâce de Dieu, si ça paye bien, on peut faire les dons aux orphelinats. Hein. On va faire comment? En attendant leur prestation sur la scène d'Abidjan, Manitou et Yann Koko, qui ont la lourde charge de valoriser le potentiel gabonais, nous livrent ceci. On va vous offrir quelque chose de bon, vous allez aimer, vous allez... Non, d'accord, ok. Voilà. Donc déjà, on compte sur vous et on va encore donner un peu plus de hargne encore dans ce que nous faisons. Pendant que les autres vous font pleurer, nous, on va vous faire rire. Voilà. De joie. Et on vous conseille beaucoup, on va vous faire rire de joie et comptez sur nous parce que nous, déjà, nous, on ne consomme pas le jus d'orange. Hein. Voilà. On peut consommer le jus d'ananas, le jus de moussoungou. En tout cas, beaucoup de jus, mais pas le jus d'orange. Jus de vin de palme, en canette surtout. Parce qu'on sait ce que ça cause, le jus d'orange. Mon Dieu Seigneur. Bon, n'hésitez pas. Lobo, si tu veux, tu n'oublies pas la fin. En tout cas, les panthères sont en tête de voyager. On est ensemble. Merci Gabon 24. Du rire. Du côté de la Gambie, plus d'une vingtaine d'officiers sont radiés de l'armée gambienne. Ils sont accusés d'avoir violé le code militaire gambien en envoyant des informations sensibles à l'ancien président Yaya Jammeh. Mirandongue. 7 officiers gambiens ont été radiés des rangs de l'armée.
Ils sont accusés d'avoir violé le code militaire gambien en envoyant des informations sensibles à l'ancien président Yahya Jammeh, exilé en Guinée équatoriale depuis janvier dernier. 7 autres militaires gambiens sont en détention depuis juillet pour participation présumée à la préparation d'une mutinerie. En effet, c'est le chef d'état-major de la défense de la Gambie, le lieutenant-général Massane Kinte, qui a signé l'acte de radiation de ses officiers. Une radiation qui a pris effet immédiatement depuis le 6 octobre dernier. Aux soldats remerciés, il a été demandé de rendre leurs équipements et leurs armes et leurs indemnités seront payées. Une enquête est en cours et concerne une vingtaine d'autres militaires accusés par l'armée gambienne d'agir pour le compte de l'ex-président en exil Yahya Jammeh. Et puis, Madame, Monsieur, sachez que le Burkina Faso va rendre hommage dimanche à Thomas Sankara, assassiné il y a 30 ans, chantre de l'anti-impérialisme, figure titulaire du printemps burkinabé. L'ancien président est devenu un mythe panafricain qui oublie les côtés obscurs de son régime. Le reportage. Dans les rues de Ouagadougou, l'icône de la révolution burkinabé est omniprésente. Assassiné il y a 30 ans, Thomas Sankara, le Che Guevara africain, fascine autant par son destin romantique que le mystère qui pèse encore sur sa disparition. Aujourd'hui, on peut dire que cet engouement autour de l'homme, autour du fait qu'on l'idéalise entre griffes, est, à mon sens, uniquement tenu par ce souci de vivre dans une société plus juste. À seulement 33 ans, Thomas Sankara a bousculé la scène postcoloniale en débaptisant son pays appelé Haute-Volta pour le renommer Burkina Faso, le pays des hommes intègres. À la tête d'un comité national de la Révolution, Thomas Sankara gouvernait en treillis et pistolet à la ceinture et se déplaçait avec une simple petite voiture. C'était dur pour certains, on va dire les nantis, les richards à l'époque. Ils avaient l'impression que la révolution était venue pour certains pour leur retirer leur avantage, mais pour, on va dire, le Burkinabé moyen, nous on était vraiment contents. Assassiné par un commando en 1987, c'est son compagnon d'armes Blaise Compaoré qui prendra la tête du nouveau régime pour les 27 années suivantes, rendant impossible toute investigation sur la mort de Sankara. Mais la chute de Blaise Compaoré en 2015, à la faveur d'un soulèvement populaire, a permis de relancer une enquête judiciaire, tout comme les commémorations en hommage aux révolutionnaires. Honorons Thomas Sankara, et pas seulement à travers les monuments et les références historiques, mais aussi lors de manifestations de tous les citoyens du Burkina Faso. Osez faire le bien et osez être des citoyens exemplaires de votre pays, parce que vous avez le pouvoir de changer les choses. 30 ans après, Thomas Sankara reste davantage célébré pour son courage et ses idées que pour son bilan au pouvoir. Mais de nombreux activistes de la société civile du Sénégal à la République démocratique du Congo se réclament de son héritage politique pour contester les régimes en place. La police de Nairobi tire des gaz lacrymogènes sur des foules de partisans de l'opposition qui défilent contre la commission électorale du pays. Mirandangué pour le récit. Au Kenya, des centaines de personnes ont manifesté ce vendredi dans les principales villes du pays pour faire entendre les revendications de l'opposition en vue de la présidentielle du 26 octobre, malgré l'interdiction du gouvernement. When there is a demonstration in which the government has been notified, lorsqu'il y a une manifestation pour laquelle le gouvernement a été prévenu, il incombe à la police de veiller à ce que les personnes qui exercent cette liberté bénéficient d'une protection et il incombe également à la police de s'assurer que d'autres personnes ne participent pas à ces manifestations. La situation restait chaotique en milieu d'après-midi alors que la police tentait de disperser la foule en colère. Nous ne sommes pas intimidés et à partir d'ici, nous allons tous entrer dans la ville comme nous l'avons fait normalement. Nous avons informé la police de ces manifestations et la loi exige que s'ils ne veulent pas que nous prenions part à une manifestation après avoir reçu cette notification, ils doivent nous en aviser par écrit en nous donnant la raison pour laquelle ils s'opposent à cette notification.
giving us the reasons why they are objecting to that notification. Le climat politique est particulièrement tendu au Kenya depuis la décision le 1er septembre de la Cour suprême d'invalider la réélection du sortant, Uhuru Kenyatta, à la présidentielle du 8 août face à Raila Odinga. Saisie par l'opposition, la Cour avait mis en avant des irrégularités dans la transmission des résultats pour justifier cette décision. Une première en Afrique qui avait été saluée pour son courage à travers le monde. Au Maroc, cette fois, et après 3 ans de travaux, le musée Yves Saint-Laurent ouvrira ses portes au public samedi à Marrakech. Ce haut lieu dédié aux grands couturiers français est un hommage à la couleur du Maroc et à toutes ses inspirations. Loïs Soubian. Marrakech était un lieu d'inspiration pour Yves Saint-Laurent. Paris, c'était la maison de couture historique. Ce sont ces deux facettes, le classicisme et le baroque, la ligne et l'arabesque, a expliqué le directeur du musée. La célèbre maison de haute couture parisienne Yves Saint-Laurent ouvrira les portes de son musée au public samedi. 50 créations tirées des collections du créateur seront mises en lumière. Un mur de photographies retrace la carrière du grand couturier depuis la lettre de recommandation adressée par le directeur du magazine Vogue en 1954. Jusqu'à ses adieux à la haute couture en 2002, 6 ans avant sa mort. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Saint-Laurent est véritablement devenu un orientaliste et un coloriste unique. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans la sélection des modèles qui sont présentés ici. Et les Marocains ont découvert l'influence de leur culture et l'importance de leur patrimoine dans l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. Et c'était là où était née l'idée de créer un musée dédié à Yves Saint-Laurent ici à Marrakech. Le musée espère attirer 300 000 visiteurs la première année. Dans les prochains mois, la Fondation espère ouvrir au public la Villa Oasis, la résidence privée du créateur et de son mentor, Havre de Paix, où Yves Saint-Laurent dessinait les premiers croquis de ses collections. Pendant une semaine, le Nigeria vibre au rythme de la Fela Kuti avec le festival Félabration. Mort il y a 20 ans, l'artiste reste un monument de la musique nigériane. Son héritage, l'afrobeat, est présent dans tous les répertoires de la nouvelle scène musicale du pays, mais il a perdu de sa dimension contestataire. Nouvelle star de la pop nigériane, Adekunle Gold commence l'enregistrement de son 2e album. Ses influences, le high life ghanéen et surtout l'afrobeat de Fela Kuti. Car pour ce jeune artiste, Fela Kuti est le génie rebelle de la musique moderne nigériane. Fela n'avait jamais peur. Fela était intrépide et je pense que Fela était au-delà des musiciens. Fela, c'est l'activisme. Fela, c'est tout pour nous. Fela aurait pu être le président. Véritable légende au Nigeria, Fela Kuti a conquis son pays par ses textes engagés, dénonçant les dérives des élites politiques et les difficultés de la vie quotidienne. Cet engagement lui a valu de nombreux déboires avec les autorités qui l'ont mis en prison à plusieurs reprises. Une voix contestataire qui aujourd'hui a disparu de la scène musicale au profit de chansons légères et hédonistes. Il parle trop de la féminité et de la sensualité des femmes. Il parle de fesses, il parle de seins, il ne parle que de ça. La sexualité des femmes, c'est ce dont il parle maintenant. Mais le jeune producteur en vogue, Chris Beats, se moque des paroles de ces tubes qui frôlent les 53 millions de vues sur YouTube. Du haut de ses 23 ans, c'est le rythme qui prime avant tout, le rythme de Fela Kuti, l'afrobeat. L'afrobeat, c'est ce que j'écoutais en grandissant. Même si je veux faire de l'ADP, Afro Dance Music, je penserai toujours à l'afrobeat. Même si je veux faire du hip-hop, je penserai toujours à l'afrobeat. L'afrobeat, c'est ce que je suis, on ne peut pas l'enlever de mon identité. Si je fais quelque chose, je penserai toujours d'où je viens, et c'est toujours l'afrobeat. Chaque année, le festival Félabration rend hommage à Fela Kuti avec des dizaines de concerts. Une semaine où le combat politique de l'artiste est repris en chœur par la nouvelle génération de chanteurs.
Direction cette fois le cœur de l'Amazonie brésilienne. Des fermiers et des pêcheurs se dédient à la protection du fragile écosystème amazonien. Sauvant une tortue ou un poisson à la fois, ils tentent de compenser pour le manque de financement et d'efforts déployés par le gouvernement brésilien, comme nous le signifie ce reportage. Regardez. La vie de tortues sur les berges de la rivière Purus en Amazonie brésilienne est périlleuse. Heureusement, de juin à novembre, pendant la période de ponte, Benedito de Souza est là pour veiller sur chaque nouvelle portée. L'homme de 58 ans protège les œufs contre les prédateurs potentiels pendant leur incubation. Il veille aussi sur les bébés tortues une fois sortis de leur nid. Ce sont mes petits à moi aussi, pas seulement ceux de la maman tortue. Ils sont comme mes enfants. J'aime beaucoup ces tortues et c'est pourquoi j'en prends soin. Pour l'État, le rôle des sentinelles citoyennes comme Benedito est primordial. Victime de la crise et de coupes budgétaires de l'ordre de près de 40%, le ministère de l'Environnement n'arrive pas à déployer les effectifs nécessaires pour patrouiller et protéger la forêt amazonienne, un territoire plus vaste encore que l'Union européenne. C'est donc aux fermiers et aux pêcheurs locaux de prévenir la surpêche et le braconnage. Mais leur tâche est de plus en plus complexe et les maigres compensations financières qu'ils recevaient se sont évaporées. Résultat, certains patrouilleurs ont délaissé la protection et se sont tournés vers le trafic d'animaux. Souvent, les gens vont préférer le travail illégal parce que ça rapporte plus. Et puis en plus de faire plus d'argent, c'est aussi plus facile. Mais d'autres, comme Benedito, poursuivent tout de même honnêtement leur travail, espérant faire une différence, même si ce n'est qu'une tortue à la fois. À présent, le rappel des titres. Dans ce journal, nous avons eu la réaction des syndicalistes gabonais quant au retrait des États-Unis de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture, UNESCO. Absence de financement des pays membres, retard de la subvention du Gabon, difficultés logistiques, l'Institut africain d'informatique de Libreville s'interroge à quelques semaines de la rentrée académique. Les détails nous ont été donnés dans ce journal. Nous l'avons vu aussi, le Burkina Faso rend hommage dimanche à Thomas Sankara, assassiné il y a 30 ans, l'ancien président devenu un mythe panafricain dont il a été le chantre de l'anti-impérialisme. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Restez sur Gabon 24 pour une nouvelle actualité. À tout de suite.